Bien, bonsoir, enfin bonjour. Et merci pour votre présence, d'autant plus pour celles et ceux qui ont déjà passé toute la journée dans cette salle. Merci d'être là encore. Pour écouter Maxime Boisdy. Maxime Boisdy enseigne les études visuelles à l'Université Paris-Est à Marne-la-Vallée. Euh, et en fait, pour le présenter sommairement, Maxime faisait une thèse en sociologie sur les Black Blocs et sur la représentation des Black Blocs. Et en fait, c'est confronté à un manque de sources, ou en tout cas un manque d'outils intellectuels pour réfléchir à cette question de représentation. Et à trouver quelques réponses dans ce qu'on appelle les cultures visuelles, au point qu'en fait, il en est devenu un des traducteurs. Et Maxime a notamment traduit le livre de W.T.J. Mitchell qui s'appelle Iconologie. Il en a traduit quelques autres de Mitchell. Il a aussi traduit un livre de Suzanne Buck-Morss qui s'appelle Voir le capital. Et en fait, il est devenu comme ça, bon an, mal an, pour le dire de façon un peu pratique, mais c'est devenu un espace de travail, cette question des études visuelles, qui est ce courant américain, enfin, qui s'est développé quand même aux États-Unis, ou en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, qui est une étude de l'image, entendue au sens très large. Et Maxime a fait paraître, il y a assez peu de temps, une petite année maintenant, un livre qui retrace l'histoire de ce courant, qui est une histoire des études visuelles. Et très récemment, un livre de traduction qui s'appelle Vision et visualité, qui compile un certain nombre de textes sur la question de comme son nom l'indique, la vision et la visualité appliquées à différents domaines. Ça va d'un texte de Foucault à des auteurs féministes. Et en fait, la conférence de ce soir de Maxime porte un peu sur un travail en cours, qui est quand même plutôt une recherche en cours et peut-être un potentiel futur livre ou autre forme de publication. Je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi François pour la présentation, pour l'introduction et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venu pour partager et échanger autour de cette proposition que je suis très très heureux de vous faire autour de cette thématique d'une iconologie politique et plus spécifiquement d'une iconologie politique du bloc et du concept de bloc. Je vais essayer de commencer par resituer cette recherche en complétant ce que François Houbard a pu en dire, de telle manière à vous montrer aussi dans quelle direction j'espère vous emmener. Et comme vous le verrez, un certain nombre de virages ou de stations seront peut-être certaines qui ont déjà été empruntées par vous tous et toutes aujourd'hui pendant vos discussions sur l'appropriation culturelle, parce que je n'étais pas là ce matin, mais j'ai quand même pu assister cet après-midi à une bonne partie de vos échanges et voilà, c'était absolument pas prémédité, mais un certain nombre de notions, de problèmes ou de choses que je souhaite vous exposer, dont je souhaite vous faire part, en fait, rejoignent dans une certaine mesure cette question de l'appropriation culturelle et je serais évidemment ravi d'en discuter. J'aimerais commencer tout simplement par le commencement, en tout cas celui que j'ai retenu dans le résumé que vous avez peut-être eu l'occasion de consulter, qui est justement un tableau de Claude Monet, Le Bloc de 1889. En tant que sociologue, chercheur en études visuelles, je me suis finalement au cours des dernières années assez peu intéressé à l'imagerie d'art au sens traditionnel, même si j'ai une formation d'historien de l'art. Je me suis rabattu vers les sciences sociales et vers la sociologie dans mes recherches, aussi par une volonté d'ouverture, la recherche aussi d'une discipline universitaire qui me permettrait en fait d'intégrer certains questionnements venus d'ailleurs, du monde anglo-américain, comme François l'a rappelé.
Et donc au cours de mes recherches qui sont donc aussi passées par des traductions, par nécessité, par opportunité, je me suis rabattu vers la sociologie comme discipline et je me suis particulièrement intéressé à un objet dont je parlerai en partie aujourd'hui, qui est le Black Bloc et qui est un peu l'état abouti de la recherche dont je souhaite vous faire part. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois un état abouti et un état un peu plus exploratoire, qui est toujours une recherche en cours, dont je n'ai pas toutes les clés. Et ce que j'aimerais donc vous dessiner aussi, c'est voilà, la continuité entre des choses qui sont finalement déjà anciennes pour moi, qui ont aussi une actualité politique à l'heure actuelle. Et voilà, pour quelles raisons en fait quelles sont les résonances en fait qui peuvent exister entre ces travaux déjà faits et des recherches plus historiques qui, comme j'espère pouvoir vous le montrer, en fait, partent dans des sens assez différents, font intervenir des recherches de corpus sur de l'iconographie, font intervenir aussi des recherches plus théoriques ou plus discursives. Comment est-ce que des images existent dans les discours, des concepts d'images traversent des discours dans les sciences sociales, dans la théorie esthétique évidemment, comme vous le pratiquez au quotidien, mais comment est-ce que des notions d'image viennent aussi structurer des approches en sciences sociales, viennent structurer des approches philosophiques, viennent structurer des discours théoriques. Et c'est là effectivement que je suis allé chercher les études visuelles dans mes recherches, c'est-à-dire trouver un renfort théorique qui permet en fait d'envisager le visible et l'imagerie sous toutes ses formes sans se restreindre en fait à cette approche un peu intuitive qui consistera à raccorder à la notion d'image la simple iconographie, c'est-à-dire une imagerie graphique, une imagerie qu'on appréhende de manière optique. Donc c'est au milieu d'un peu tout ça que je poursuis mes recherches depuis plusieurs années. Elles ont croisé aussi plusieurs disciplines. J'ai commencé par l'histoire de l'art, j'ai fait ma thèse en sociologie, j'ai travaillé aussi en sciences de l'information et de la communication et j'enseigne aujourd'hui les études visuelles depuis peu à Marne-la-Vallée en art. Donc c'est pas une biographie très importante ramenée uniquement à mon parcours, mais elle permet peut-être d'expliquer aussi comment est-ce que une diversité de points de vue qui a finalement été la mienne au cours des dernières années et aussi celle de ces études visuelles et comment je suis allé chercher les études visuelles aussi pour pouvoir la nourrir et voir comment une multitude de focales avec leurs inscriptions disciplinaires permettent justement d'appréhender cet étrange objet qui est donc le bloc. Je commence par vous dire du coup quelle est la phase la plus récente de mes recherches autour de cette notion de bloc. En fait, elle ne ressemble à rien en apparence, elle a l'air bien discrète, mais elle fait partie d'un vocabulaire politique. C'est ma thèse qui se structure à la fin du 19e siècle. Je vais évidemment, dès la slide à venir, vous parler de l'actualité, d'une actualité que vous avez vue et que vous resituez évidemment avec la pratique du Black Bloc, avec le mouvement des Gilets jaunes et un certain nombre d'événements politiques récents, concept de bloc associé à une pratique, associé à des groupes. Dont on voit l'actualité, dont on voit, en dépit d'une certaine ambiguïté ou d'une difficulté à se saisir d'un objet, à quel point il est actuel et bien existant. La phase la plus récente de mes recherches m'a conduit en fait à revenir un siècle auparavant pour trouver une origine possible d'un concept de bloc utilisé en théorie politique et découvrir aux surprises qu'il est déjà lié à un arrière-plan esthétique ou du moins à une relation où l'art et l'esthétique font finalement exister cette notion sur plusieurs plans. Le tableau de Claude Monet, le bloc peint en 1889, représente un paysage de la Creuse, au moment où Monet y est en séjour, avant de peindre ses cathédrales de Rouen et d'autres tableaux bien connus. Et ce tableau, en fait, va se télescoper à des discours et va se télescoper avec une amitié. 2 ans plus tard, en 1891, une pièce de théâtre est programmée à Paris.
un auteur qui s'appelle Victorien Sardou, qui écrit une pièce intitulée Thermidor et qui a pour thème la Révolution française. Dans cette pièce de théâtre, la Révolution française est revisitée et l'auteur cherche en fait à dégager les bons moments révolutionnaires des mauvais, les bons révolutionnaires des mauvais, reconstituer. On est 100 ans après la Révolution française, donc c'est un moment de mémoire collective et d'histoire active où l'héritage de la Révolution française est disputé à l'intérieur même de la gauche, entre la gauche et la droite, de telle manière à reconstruire l'événement et pouvoir éventuellement se l'approprier pour revenir à la thématique que vous avez discutée aujourd'hui. Et Georges Clemenceau, futur président du Conseil, mais à l'époque simple député, monte à la tribune parce que la pièce n'est pas simplement dans Paris et ne fait pas simplement l'objet d'un discours critique ou de certains avis, il est question de l'interdire et de la censurer. Et Georges Clemenceau monte à la tribune précisément avec toute la véhémence que lui inspire la pièce de Sardou en déclarant que la révolution est un bloc, qui est une phrase qui va rentrer dans l'histoire, phrase par laquelle Clemenceau en fait explique devant l'Assemblée nationale que la Révolution française ne se détricote pas et qu'il faut prendre la prise de la Bastille, la terreur, les massacres de septembre 1792, les suites également de la Révolution comme un bloc, comme un tout que l'on ne saurait distraire, complète Clemenceau. Donc, apparition en fait d'une notion de bloc qui va être reprise parce qu'elle fait sens pour les députés, elle va faire sens pour les journalistes et pour tout un ensemble de commentateurs, et apparition d'une notion de bloc que l'on va voir progressivement fleurir dans le discours politique. Dès le tournant du XXe siècle, une coalition de gauche arrive au pouvoir en France et on parle de cette coalition comme d'un bloc des gauches où différents courants politiques de l'époque s'associent de telle manière à constituer une majorité et à pouvoir gouverner. Et progressivement, cette notion-là va rentrer en fait dans le vocabulaire politique, va finalement discrètement rejoindre des notions qui sont la notion de multitude, la notion de peuple, la notion de classe, d'autres notions que l'on manipule de telle manière à penser la politique concrète ou pratiquer une philosophie politique, envisager une manière en fait de concevoir la collectivité des êtres ou une collectivité des événements et ce qui va permettre de les lier, de les relier entre eux. La notion va devenir durable. Je passe quand même assez rapidement là-dessus pour déplier mon argument, mais la notion va être aussi durable pour Clemenceau qui, en 1901, lance l'un de ses multiples journaux qu'il est seul à rédiger. Il en rédige l'intégralité des articles. La publication va durer pendant 14 mois, c'est un travail de titan. Et le fascicule s'appelle Le Bloc. Clemenceau reprend lui-même sa propre notion de telle manière à constituer en fait sa publication et son idéologie politique. Et à côté de ça, Claude Monet, qui est son ami proche et qui le restera jusqu'à sa mort, Georges Clemenceau se rend aux obsèques de Monet en 1928, si ma mémoire est bonne, et on conserve de Clemenceau une photo de lui en larmes sur la tombe de Monet. Monet lui offre ce tableau qu'il a peint quelques années plus tôt, en gage d'amitié. Clemenceau est devenu le théoricien du bloc, dont on ne sait véritablement ce qu'il désigne et jusqu'où il va, par les réappropriations qui en sont faites. Et participant de ces réappropriations même, il y a donc ce cadeau, une toile, que Monet offre à Clemenceau, qui amène Clemenceau extrêmement gêné à lui répondre dans une lettre qu'il rédige le 23 décembre 1899, à lui dire notamment ceci: « Je ne savais que vous dire au sujet de ce merveilleux bloc dont il vous plaît de m'écraser, je voulais que vous sachiez combien vous m'avez donné de joie. » Alors, pour revenir à cette idée d'exploration encore en cours de cette iconologie du bloc à travers le cas Clemenceau et le cas Monet, comment en fait envisager toutes les ramifications de ce tableau qui fait finalement partie d'une iconographie politique, parce que s'il est pensé sur un mode naturaliste, tableau de paysage relativement classique de l'impressionnisme de la fin du 19e siècle, il est tout d'un coup offert à quelqu'un avec une référence explicite à un discours politique. Et donc, qu'est-ce que Monet peut bien avoir en tête, et jusqu'où s'arrête finalement la connexion qui est établie par ce cadeau qui est fait à Clemenceau.
Voilà, ça c'est le stade le plus récent auquel j'en suis arrivé. Je passe au stade le plus ancien de mes recherches, donc qui ont été mes recherches de thèse, où j'ai donc, comme François Aubard l'a rappelé, fait une thèse sur l'iconologie politique du Black Bloc, envisager de quelle manière cette visibilité politique est constituée et de quelle manière on peut arriver à décrire ce que vous avez devant les yeux, un Black Bloc à Hambourg, lors d'un sommet anti-G20 qui s'est tenu donc à Hambourg au début du mois de juillet 2017, il y a 2 ans. Comment envisager en fait cette forme et comment arriver à en parler? Comment produire un discours en sciences sociales, parce que telle était ma situation, qui pourrait s'appliquer à cette forme que l'on voit week-end après week-end de manière assez diffuse lors des manifestations dans le cadre du mouvement social des Gilets jaunes à l'heure actuelle. Elle m'intéressait pour plusieurs choses, en fait, cette visibilité dans la situation où j'étais. Je vous les résume de la manière la plus synthétique, mais ça vous permet de situer aussi dans quelle situation j'étais et à quelle situation peut-être d'appropriation j'ai dû faire face. Elle m'a intéressé parce que c'est une tactique qui est née durant les années 1980, au début des années 1980 en Allemagne de l'Ouest, donc à l'époque où le mur de Berlin existe encore et où le monde soviétique existe encore, donc une période qui est la période de la guerre froide, et donc une autre géopolitique que celle à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Tactique extrêmement ancrée dans un contexte géopolitique local qui progressivement, par des réappropriations au cours des années 1990, par l'usage de cette tactique par des anarchistes nord-américains à partir du début des années 90, par l'usage du Black Bloc dans le cadre du mouvement altermondialiste au début des années 2000, est progressivement passé de tactique locale à tactique globale, reprise en Amérique du Sud, au Brésil, durant un mouvement social en 2013, reprise par des révolutionnaires égyptiens au Caire en 2011, lors du soulèvement contre Moubarak. Comment est-ce que cette tactique très locale, en fait, a progressivement essaimé et s'est retrouvée reprise comme un mème à l'échelle globale. Et donc, précisément, envisager cette mondialisation, globalisation de cette visibilité politique, l'envisager comme visibilité, et partir donc des définitions qui sont les définitions existantes en sciences sociales, comme en sciences politiques, comme celle de Francis Dupuy-Déry que je vous ai reprise sur la slide. Il n'existe aucun corps social structuré de façon permanente qui réponde au nom de Black Bloc ou qui revendique le titre. L'expression désigne une forme d'action collective, une tactique très typée. Elle consiste pour ces manifestants à manœuvrer groupés de sorte à prendre l'apparence d'un bloc, au milieu duquel chacun préserve son anonymat, le port d'habits noirs, de pied en cap et d'un masque parachevant l'anonymat de la posture. Et conclusion de Dupuy-Déry, un Black Bloc est un vaste drapeau noir tissé de corps qui flotte au cœur d'une manifestation. Donc, à l'échelle même d'une définition de science politique qui cherche à dire le vrai, si on peut dire, en fait, sur un mode de discours savant, on a finalement un discours qui est très esthétique et qui fait intervenir cette question du drapeau, cette question du tissage, cette question d'une texture. Et Dupuy-Déry le dit ailleurs dans son livre, qui a connu plusieurs éditions successives, qui est très accessible, qui est un livre très intéressant sur ce plan-là. Il le fait véritablement exister comme un phénomène esthétique, au sens où s'il fallait définir le Black Bloc, ça n'est pas par la violence, parce qu'il y a des Black Blocs pacifistes, et ça n'est pas par tout un ensemble de traits d'origine politique, parce que précisément la globalisation de la tactique a aussi amené à une grande diversification d'usages. Ça n'est pas que des autonomes ou des... Je reviendrai peut-être plutôt dans les questions, dans les discussions sur les points très spécifiques des ancrages politiques, parce que ça m'emmènerait trop loin. Mais c'est finalement en fait cette proposition esthétique, cette manière d'être et de se rendre visible et de se constituer visuellement et de tenir la visibilité à l'intérieur de la manifestation qui est cet élément définitoire. Et moi précisément c'est là où j'ai essayé de réfléchir et de proposer des thèses en sachant que pour spécifiquement rebondir sur cette question de l'appropriation, c'était justement un objet que je ne souhaitais pas m'approprier et qui, dans son être politique même, ne se prêtait pas à l'appropriation.
Je suis parti tout simplement du principe que si la manifestation politique peut se faire cagouler dans la recherche de l'anonymat pour échapper au regard policier, cela peut aussi se faire pour échapper au regard savant, qui n'est pas forcément plus révolutionnaire que le discours policier. Et donc il y a aussi un mode d'adresse très particulier vis-à-vis d'un chercheur en sciences sociales, situation dans laquelle j'étais en tant que thésard, et que du coup il existe une politisation même à commenter ce type d'image et à produire prétendument du savoir, mais ce savoir finalement à quoi sert-il, dans quelle direction va-t-il, et sert-il uniquement à valider une thèse, voilà, et à repartir de la salle auréolée du grade de docteur. Donc il y a une question qui s'est posée très vite pour moi, c'est comment en fait arriver à produire un discours à partir de ma situation et de ce qu'est cette iconographie politique. Donc j'ai essayé d'y répondre tant bien que mal, et la poursuite aussi des recherches, et donc ce type de connexion, de retrouver une généalogie de ce concept de bloc, c'est aussi pour moi la possibilité, mais j'essaierai d'en tracer d'autres, de diversifier en fait le problème initial qui a été posé pour moi autour de ça. Pour avancer, s'il fallait donc constituer un discours cohérent ou quelque chose qui arrive à réunir un Black Bloc à Hambourg et le bloc de Claude Monet peint dans la Creuse plus d'un siècle auparavant, quel serait en fait ce discours commun qui permet en fait de tout emporter sans rien totaliser, mais en tout cas de tracer cette continuité historique, de la réfléchir, de la mettre en signification, de la rendre sensible. Un sous-champ disciplinaire de l'histoire de l'art allemande le permet, qui s'appelle l'iconographie politique, qui a aussi une actualité en termes de travaux dans le champ français, mais qui est moins structurée en tout cas en termes d'étiquette disciplinaire et de manière d'identifier les travaux. Les écrits récents de Georges Didier Huberman, l'exposition Soulèvement et ce type de projet en relève. Une certaine manière en fait d'envisager le politique dans les images et de le constituer comme discours. Ici, je vous en donne une référence qui, pour moi, a été extrêmement importante. C'est un article d'un historien de l'art, Dario Gamboni, qui par ailleurs, dans mon souvenir, a enseigné pendant assez longtemps à Lyon, qui est écrit dans le catalogue d'une exposition qui s'est tenue au ZKM de Karlsruhe en 2005, montée par Bruno Latour et Peter Weibel, Making Things Public, Atmospheres of Democracy, un texte qui retrace en fait 3 siècles et demi de corps politiques représentés en corps collectifs dans l'iconographie, comment représenter les collectifs et organiser en fait cette idée de corps politique qui vient rassembler la multitude des êtres dans une seule entité, produire une seule forme, une seule proposition à partir du multiple. Donc c'est dans ce type de discours existant en fait que j'ai déjà vu à l'époque le Black Bloc non seulement s'intégrer mais venir faire problème, et c'est ce que je vais essayer de développer par la suite, mais c'est aussi dans la continuité de ce type de discours et dans une forme de critique que le problème Monet et le problème Clémenceau, le problème Clémenceau-Monet vient se poser, que l'idée même de bloc en fait à mon sens vient exister. Il faut peut-être clarifier ce qu'est un corps politique, et j'en ai 2 exemples à vous montrer. Celui-là existe en image dans le texte de Dario Gamboni, si vous vous y référez, parce que c'est une découverte qui appellera pour vous éventuellement des prolongements ou un désir. Je vous l'ai mis en regard d'un texte du principal idéologue du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Cette idée du sculpteur de l'Allemagne, cette idée du dirigeant politique qui est en charge en fait de sculpter le corps de la nation, et qui va rendre en fait visible un travail d'art à l'échelle même de la communauté politique qui est l'objet de l'idéologie. Donc ce dessin de presse d'Oscar Garvens, le sculpteur de l'Allemagne, donc de 1933, montre Adolf Hitler, qui est un corps déjà lui-même, venir récupérer
une œuvre d'art qui lui déplaît au possible, une multitude de corps entrelacés en train de combattre, en train de lutter. Et il détruit cette sculpture, il reprend la glaise et il reconstitue un seul et unique corps, un corps politique unifié, un corps classique, un corps tout à fait cohérent avec l'esthétique du nazisme. Et c'est ce processus que décrit pour sa part dans un ouvrage qui a, à mon sens, je crois qu'il y a une traduction française qui est un peu confidentielle, un texte que Joseph Goebbels, qui deviendra donc l'idéologue du Troisième Reich, mort en 1945 à Berlin, et qui, avant que les nazis arrivent au pouvoir, écrivait déjà dans un livre intitulé Michael, l'homme d'État est également un artiste. Pour lui, le peuple n'est rien d'autre que ce qu'est la pierre pour le sculpteur. Le problème du Führer et de la masse ne diffère pas du problème du peintre et de la couleur. La politique est l'art visuel de l'État, tout comme la peinture est l'art visuel de la couleur. Et donc on voit en fait cette idée de corps politique matérialisée. Il y a la proposition du sculpteur initial, cette multitude de corps qui fait exister la diversité, la multitude des êtres, et le sculpteur de l'Allemagne qui arrive et qui maltraite ses corps de glaise, reconstitue un bloc unifié jusqu'à reconstituer derrière cette forme de corps qui va concrétiser véritablement la nation allemande sous le nazisme. C'est l'un des corps politiques que mobilise Dario Gamboni dans son histoire. Il en est un autre qui est encore plus célèbre et qui nous ramène quelques siècles en arrière, au milieu du XVIIe siècle en Angleterre. C'est le frontispice d'un ouvrage classique de philosophie politique, qui est le Léviathan de Thomas Hobbes, qui n'est pas la première théorie de l'État moderne, mais qui n'en est pas loin, en tout cas qui pose véritablement les bases d'un État qui serait le Dieu sur terre, qui permet en fait à la communauté des êtres de devenir citoyens d'une seule et même entité à laquelle ils sont soumis, à laquelle ils se soumettent comme on se soumet à une entité divine. Et cet État, Hobbes le commande à un graveur français qui s'appelle Abraham Boss, sous la forme donc d'un frontispice où apparaît dans la partie supérieure cette métaphore classique donc du corps politique de l'État, où l'on voit la multitude des citoyens de la ville, de la campagne, que le géant surplombe, cette multitude des citoyens, constituer son buste, constituer son cou, constituer ses bras. Seules les mains et le visage restent sous forme de portrait pour le visage, sous forme humaine pour les mains. Le reste du corps politique, précisément, est constitué d'une multitude de petits corps qui vient construire la structure. Et il y a évidemment dans cette forme visuelle une illustration de la théorie politique de Hobbes. Il y a aussi une manière en fait de la rendre visible, de la synthétiser et de construire à même l'image en fait la philosophie politique. Car il y a la multitude des êtres et il y a la personne qui représente cette multitude. Et Hobbes décrit précisément le rôle de l'État et le rôle de ce représentant. Il rassemble la multitude, et la multitude, dit Hobbes, devient peuple à partir du moment où la représentation s'est opérée. C'est-à-dire, c'est quasiment un processus cinématographique ou transitoire, instantané, qui est capté par la gravure. C'est le moment où la multitude des êtres qui ne sont que multitudes, sans unité, une fois rassemblés, se muent en peuple. Parce que l'État constitue la multitude en peuple à l'intérieur du corps politique. C'est la citation du Léviathan que je vous ai mise en regard pour que vous puissiez la lire. Une multitude d'hommes, dit Hobbes, devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne, de telle sorte que cela se fasse avec le consentement de chaque individu singulier de cette multitude, car c'est l'unité de celui qui représente, donc le corps, non l'unité du représenté, la multitude des petits corps à l'intérieur, qui rend une la personne. En version originale, for it is the unity of the representer, not the unity of the represented, that makes the person one. Avec vraiment cette idée de l'unité qui apparaît, y compris dans le vocabulaire qu'utilise Hobbes, one, un, qui rend une la personne. Et c'est celui qui représente, qui assume la personnalité, et il n'en assume qu'une seule, conclut-il. On ne saurait concevoir l'unité dans une multitude sous une autre forme.
Donc mon affaire de bloc, en fait, elle vient s'inscrire dans cette histoire, c'est-à-dire la longue histoire de l'idée de corps politique comme métaphore de la constitution d'une communauté, et l'usage, y compris nazi, fasciste, en fait, de cette idée de corps, corps ramené à un corps classique, corps de la sculpture antique que Hitler reprend à son compte de telle manière à produire une nation digne, épurée, conforme à l'idéologie nazie. Comment en fait l'idée de bloc fonctionne, comme l'idée de multitude par ailleurs, ou l'idée de peuple, comment est-ce que ces différentes notions du vocabulaire politique s'inscrivent dans cette histoire, et comment est-ce que la notion de bloc, apparemment minoritaire et plus discrète, vient jouer avec cette historicité. Pour vous donner tout l'arrière-plan de l'origine de cette métaphore du corps politique, un petit détour par l'iconographie chrétienne. Il y a pas mal de travaux récents qui se sont réintéressés à l'iconographie du Léviathan et de la gravure que propose Abraham Boss pour le Léviathan de Hobbes. Giorgio Agamben a écrit un petit livre sur la guerre civile où il le commente assez longtemps. L'historien culturel Carlo Ginzburg aussi a consacré un texte entier aux origines du frontispice et donc à ses opérations, voir que l'image n'est pas qu'une simple illustration, mais elle a une théorie en acte qui fait exister la théorie politique devant les yeux. Pas mal de travaux donc qui ont essayé de documenter cette histoire du Léviathan comme forme classique de la corporéité politique, et la plupart finalement sont discrètes aussi sur les ressources antérieures que Hobbes a pu convoquer. C'est souvent des travaux passionnants qui montrent à quel point Hobbes est non seulement un philosophe politique, mais quelqu'un qui connaît très bien la théorie optique de son temps, qui a toutes les références possibles pour envisager justement comment est-ce que l'optique et le regard peut permettre de constituer visuellement ce corps politique. Mais finalement, les travaux sont restés assez discrets vis-à-vis d'une iconographie qui est aussi un champ de questionnement. Je ne suis pas médiéviste du tout, donc quand je rencontre les images, je fais avec, je fais ce que je peux, mais je n'en suis pas spécialiste, donc je ne sais pas encore véritablement non plus comment exploiter les sources. Mais vous avez là, par exemple, un motif classique de l'iconographie médiévale que l'on va retrouver sur plus de 300 occurrences dans l'espace européen entre le Xe et le XIIIe siècle. C'est ce qu'a documenté un médiéviste très brillant, Jérôme Bachet. Là, je vous indiquais une référence assez généraliste sur l'iconographie médiévale, mais il a consacré sa thèse de doctorat publiée en 2000 aux éditions Gallimard à cette figure du saint d'Abraham, qui pendant 3 siècles va être en fait le mode de figuration dominant dans l'iconographie chrétienne de ce qu'est le paradis. C'est-à-dire lorsque l'on est chrétien et que l'on croit à la vie éternelle, à la résurrection, on est persuadé du coup qu'une autre vie nous attend après le trépas. Où se passe-t-elle cette vie, et où va-t-on se réunir, et où va-t-on se retrouver? La réponse iconographique, c'est cette forme du sein d'Abraham, le vêtement du patriarche, et celui dans lequel la communauté des élus va venir se retrouver. Donc évidemment, le parallélisme iconographique, et y compris le parallélisme genré, c'est-à-dire la figure du patriarche, d'un côté avec le sein d'Abraham, d'un autre côté le Léviathan comme corps masculin, corps genré. Évidemment, ces questions-là on voit évidemment que la source d'inspiration est assez logique. Par ailleurs, le graveur du Léviathan s'appelle Abraham Boss, donc on peut douter qu'un graveur parmi les plus brillants du XVIIe siècle puisse ignorer comment on représentait celui durant le Moyen-Âge dont il porte le patronyme. Mais voilà, ça c'est encore un travail à faire pour arriver à reconstituer de quelle manière en fait est né en fait ce motif, comme le qualifie Jérôme Bachet, ce fantastique réservoir de la foule paradisiaque qui va se transmuer, se retrouver en fait dans ce fantastique réservoir de la foule citoyenne à l'intérieur de l'état du Léviathan. Quand j'ai découvert tout simplement cette antécédence et cette généalogie du concept de bloc en théorie politique,
fin du 19e siècle, et déjà cette connexion esthétique initiale, c'est-à-dire l'existence d'une notion et l'existence d'une iconographie avec laquelle elle est mise en relation. Évidemment, je me suis demandé de quelle manière, en fait, cette histoire de constituer en fait une histoire du bloc, une iconologie politique du bloc, donc le sens de ma proposition d'aujourd'hui, quoi en fait ça viendrait bouger l'état de ces savoirs existants. Évidemment, le bloc de Monet, lorsqu'on le confronte à la figure de Léviathan, pose une question centrale, une interrogation qui appelle une réponse, mais évidemment fort complexe. C'est la métaphore du corps politique, c'est évidemment une métaphore anthropomorphe du politique, c'est-à-dire l'objet du politique, les êtres, nous tous aujourd'hui. Une fois réunis, une fois rassemblés, le corps en fait donne un cadre d'intelligibilité sous la forme d'un corps d'une dimension finalement très humaine. Et existe-t-il potentiellement un mode de représentation du politique et du commun où l'homme finalement serait mis en marge, où on pourrait reposer la question et réinterroger, comme vous l'avez fait en partie cet après-midi, à partir de questions écologistes, comment envisager en fait la présence même de cette proposition de Monet, par exemple lorsqu'on la confronte au frontispice du Léviathan, comme je l'ai fait ici en faisant un agrandissement et une capture. Comment est-ce qu'on retrouve un élément du paysage qui est finalement compris dans la figuration classique du Léviathan, qui est limitrophe à l'existence du corps politique, mais comme on le voit, le corps politique domine la ville, le corps politique domine la mer, le corps politique domine la nature et les montagnes. Et d'une certaine manière, avec un montage élémentaire, on voit à quel point le bloc de Monet est politisé par la relation amicale qu'il peut avoir avec Clémenceau et le cadeau qu'il lui fait, mais on peut aussi arriver à la reconstituer par le montage, en fait, la place en fait, qu'une politique de la nature peut avoir par rapport à cette métaphore fondatrice de la communauté politique. Un autre bloc intervient aussi comme contre-corps ou comme non-corps politique, et c'est l'une des images dont je suis parti dans ma thèse de doctorat. J'aurais bien aimé faire ma thèse de doctorat uniquement sur cette image et la déplier, mais en sociologie, malheureusement, ça n'est pas possible. Donc du coup, j'ai cédé et j'ai choisi une autre stratégie. Mais l'idée était bien là, c'était de voir à partir d'une seule et même image cette affiche qui a été produite en 2001 par un dessinateur anarchiste américain, Mike Flugenock, à Black Bloc of One. À quel point le Black Bloc se constitue en fait comme non-corps politique, au sens où l'horizontalité des corps, la dissimulation des êtres à l'intérieur du bloc. Le bloc en fait existe comme une communauté politique dont, au moins sous sa forme idéale, il n'y a pas de tête pour arriver à hiérarchiser en fait la forme. Et donc je suis parti de cette image dont il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pas ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, donc ça peut aussi être l'objet de la discussion, des questions, de revenir là-dessus. Il y a toute une analyse d'iconographie politique, une manière de déplier les références implicites. L'une d'elles mérite toutefois quand même d'être mentionnée, c'est que j'étais évidemment persuadé que cette image avait été faite de manière intentionnelle, en connaissance du frontispice du Léviathan, et que c'était une prise de position intentionnelle du dessinateur en fait de constituer ce Black Bloc of One sous cette forme, et en ayant une rapide correspondance avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait le jour où je lui ai montré, où je lui ai envoyé la gravure du Léviathan, il m'a dit c'est la première fois que je vois cette image, et je suis complètement bluffé de la référence en fait telle qu'elle s'est constituée. La démonstration, là, prendrait encore une fois beaucoup de temps, c'est qu'il a détourné en toute conscience une affiche de recrutement de l'armée américaine, et que c'est une longue chaîne d'associations qui fait que l'armée américaine, en fait, dans une campagne de recrutement qui a débuté en 2000 et qui a duré jusqu'en 2006, qui a été relativement brève comparée à d'autres, dont la célèbre campagne I Want You for US Army avec l'index pointé et l'oncle Sam. Cette Army of One en fait rebondissait déjà sur un certain nombre de présupposés hobbesiens, constituait l'armée américaine comme un tout, comme un corps unique. Et
en détournant en fait une affiche de recrutement, le dessinateur se retrouve en fait à produire un corps politique et un Léviathan alternatif. Alternatif au sens où on peut très bien, et ça a été l'une de mes hypothèses, regarder en fait la communauté politique rassemblée dans l'image de droite comme étant celle rassemblée à l'intérieur de l'image de gauche. Si le Léviathan baissait les yeux et regardait le corps politique qui le constitue, il pourrait potentiellement voir un ensemble, un amas, un bloc de corps vêtus de noir et masqués qui, au lieu de se soumettre à lui comme dans le modèle hobbesien, en fait, lui refuse sa légitimité et œuvre de telle manière à le renverser. Donc un bloc qui, comme le bloc précédent, en fait, s'insère dans une possibilité narrative, dans une manière en fait de monter les images entre elles. C'est une partie de la méthodologie à adopter sur un plan strictement iconographique, et comme je l'ai mentionné en introduction, je vais maintenant aborder des dimensions qui sont progressivement aussi moins iconographiques, mais toujours visuelles, avec des images qui sont plutôt dans le discours que des images graphiques et matérielles. Mais finalement, comment est-ce que cette notion de bloc, dans un certain nombre d'usages, va venir exister contre cette idée de corps et participe en fait de cette histoire des corps politiques. Car c'est l'unité de celui qui représente, non l'unité du représenté qui rend une la personne, disait Hobbes, avec cette illustration, cette mise en image à travers la gravure. Et finalement, dans l'iconographie du Black Bloc of One, on aurait l'inverse, c'est finalement l'unité du représenté, et non pas l'unité de celui qui représente, qui rend une la personne, voire même on a une déconstruction, pour ainsi dire, de l'idée même de représentation par la théorie anarchiste, par la présence des corps en acte, le refus en fait de la représentation même que l'État est censé assurer depuis la théorie hobbesienne. Représentation au sens politique qu'on manipule de manière commune toujours aujourd'hui. J'avance un peu vers mes visibilités non iconographiques qui me conduisent justement à clarifier ce que j'entends par iconologie politique, puisque c'est le titre de mon intervention d'aujourd'hui. Ce serait quand même un peu délicat de ne pas clarifier ces termes. L'idée d'iconologie politique, et j'aurais pu la rattacher à beaucoup de traditions intellectuelles différentes, liées à l'iconologie en histoire de l'art, donc comme théorie de l'interprétation des symboles, théorie psychologie de l'esprit humain, pour reprendre le projet de l'historien de l'art allemand Aby Warburg. On pourra en discuter éventuellement et donc prendre le temps de rebondir sur des différences par rapport à d'autres acceptions de l'iconologie. Je préfère avancer en vous donnant immédiatement une définition qui va aussi dans un certain raccord avec certains débats qui vous ont animé pendant l'après-midi. Par iconologie politique, en fait, j'entends plus spécifiquement, et là c'est une relation directe aux travaux de Thomas Mitchell que j'ai emmené dans une autre direction, mais c'est sa notion d'iconologie forgée dans les années 1980 qui est le point de départ en fait de cette réflexion. J'entends tout simplement une théorie de l'articulation texte-image. Le concept d'articulation est un concept voisin mais absolument pas assimilable, qui est le concept d'intersectionnalité. Ce sont des notions qui ont été discutées en partie cet après-midi, et c'est au sens fort du concept d'articulation que voilà, c'est le concept, un sens fort de la notion d'articulation que je reprends dans cette idée de théorie de l'articulation texte-image. C'est que l'idée d'articulation dans les études culturelles depuis un demi-siècle, en fait, désigne la possibilité d'une articulation des rapports sociaux. Comment on peut envisager précisément une analyse sociale, voire sociologique, en envisageant comment s'articulent des rapports de classe, des rapports de genre, des rapports de race, des rapports de génération, d'où la proximité aussi avec ce concept d'intersectionnalité. Moi, ce que j'ai cherché à y rajouter, c'est un rapport dans les rapports, c'est le rapport texte-image. Comment est-ce que la relation visible-dissible peut être envisagée dans une certaine mesure et dans certains cas précis, non pas donc sur un mode général, mais plutôt sur un mode très situé. Comment envisager la relation texte-image comme un autre rapport qui vient se greffer là-dessus. Je m'explique.
L'iconologie de Thomas Mitchell, par exemple, en essayant de redéfinir le concept d'iconologie, est passé par une déconstruction d'un certain nombre de traités théoriques classiques de l'esthétique naissante au XVIIIe siècle. Par exemple, Mitchell déconstruit les thèses d'un auteur allemand qui s'appelle Gotthold Ephraim Lessing, le Laocoon, dont vous connaissez probablement l'existence, ouvrage classique du XVIIIe siècle où Lessing essaye de définir les terrains propres d'action, d'effet, de plaisir de la poésie et de la peinture. En gros, certains effets peuvent être atteints par la poésie, mais pas par la peinture, et réciproquement. Et donc, il faudra statuer. Voilà. On ne peut pas, par bon goût, par simple recherche des effets, on ne peut pas obtenir certains effets esthétiques par la peinture. Seule la poésie le permettra. Je vais très très vite, mais c'est pour vous donner un point d'appui sur cette idée d'articulation. C'est qu'au moment en fait où, c'est ce que démontre Mitchell dans son analyse, il le fait pour d'autres penseurs du XVIIIe siècle et certains plus récents, il montre en fait comment au moment de définir les capacités respectives de la poésie et de la peinture, un auteur comme Lessing finit par utiliser des analogies genrées par exemple. C'est-à-dire la peinture est d'essence plutôt féminine alors que la poésie est d'essence plutôt masculine, et donc la peinture ne pourra pas atteindre certains effets de la même manière que les femmes ne peuvent pas obtenir certaines choses. Il va y avoir en fait une structuration du propos esthétique et de la relation poésie-peinture, texte-image, sur une base en fait qui est tout à fait sociétale, c'est-à-dire des capacités que l'on reconnaît aux uns, que l'on refuse aux autres, et la peinture et la poésie vont se voir associer des capacités sur la base de ces analogies. Et donc, rapport genré à l'intérieur même de la théorie, homme-femme, poésie, peinture, un cas très spécifique où précisément cette relation, cette articulation est opérante. Et donc, possibilité d'envisager plus largement que la relation texte-image puisse être un élément d'une relation plus large du politique, et qu'une iconologie politique puisse être envisagée comme étant une théorie de l'articulation texte-image. Comment est-ce qu'une relation entre le visible et le dissible peut être reconnectée à une histoire politique, des discours sociaux, comment en fait l'articulation entre le tableau de Monet et les discours politiques de Clémenceau peuvent être reconstitués. C'est ça mon objet en fait. Et vous voyez en fait de quoi il est question, c'est poser justement l'interrogation de comment est-ce que ces éléments que l'on voit en fait reliés historiquement, reliés discursivement, reliés par tout un ensemble d'aspects, quelle est la signification profonde de cette relation que l'on constate d'abord et que dans un deuxième temps il faut construire et mettre au travail. J'en viens au concept d'articulation et j'avance un peu dans mon propos pour ne pas trop dépasser l'heure que je me suis fixée à l'origine. Définition simple du concept d'articulation que l'on rediscutera peut-être tout à l'heure durant le temps d'échange. Qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste? C'est une définition qu'a donnée un théoricien majeur des études culturelles britanniques, Stuart Hall, en 2012 lors d'un colloque. Définition synthétique de l'articulation, qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste? Comment on prend un élément et comment est-ce qu'on envisage les relations dans lesquelles cet élément-là est pris? Comment est-ce qu'on va envisager de quelle manière une situation spécifique est prise dans ce qui a été évoqué cet après-midi, histoire du patriarcat, histoire politique, rapport de classe, rapport de race, comment est-ce qu'on va pouvoir envisager ce système de relations autour d'un cas très spécifique? J'ai une définition plus aboutie du concept d'articulation qui va vous donner encore un élan supplémentaire sur les raisons pour lesquelles en fait j'en suis venu à privilégier cette définition de l'iconologie politique, mais j'essaye d'abord de vous en donner un exemple concret. En quoi cette définition de l'iconologie politique peut être opératoire? Précisément à propos d'images qui ne sont plus dans le registre de l'iconographie, mais qui existent à même le discours. Un exemple, Gustave Le Bon est un auteur classique de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, au moment où les sciences sociales se mettent en place, en discipline en fait, véritablement, au moment où la sociologie naît. Le Bon développe une branche un peu à part de cette sociologie qui s'appelle la psychologie sociale.
Et il écrit notamment en 1895 un ouvrage qui va rester célèbre, qui va être utilisé aussi par tout un ensemble d'acteurs politiques au XXe siècle, de Adolf Hitler à Benito Mussolini, en passant par le philosophe marxiste italien Antonio Gramsci. Il écrit une psychologie des foules, dans laquelle il essaye de définir justement quelle est cette psychologie des êtres collectifs rassemblés ensemble. Le Bon est un réactionnaire, il écrit avant tout une psychologie qui se donne les allures d'une théorie objective, mais en fait il est en train de réfléchir à la manière dont on va pouvoir dominer justement ces foules qui font peur. Comme les gilets jaunes font peur tous les samedis depuis 4 mois maintenant, c'est exactement le même problème, c'est inventer un régime de savoir, on va appeler ça comme ça, qui permet en fait de comprendre ce qui se passe. Il a une analogie assez parlante, il dit il faut faire exactement avec les foules ce que Oedipe a fait avec le Sphinx, il va falloir résoudre l'énigme des foules, sinon sous peine d'être dévoré par elles. Donc c'est explicite dans le propos de Le Bon, il va falloir trouver la clé de l'énigme des foules, parce que sinon, gare aux révolutions et gare aux insurrections. En tout cas, Le Bon, dans sa psychologie des foules, dit par exemple la chose suivante, il dit la puissance des mots, c'est la première citation, la puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et est tout à fait indépendante de leur signification réelle. Il est donc en train de baser son propos même sur la psychologie des foules, sur la manière de développer en fait cette théorie de la domination, une manière de comprendre les foules pour devancer leur mode d'agir, sur une relation entre mots et images. Il dit la puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et est tout à fait indépendante de leur signification réelle. Il complète l'événement le plus simple vu par la foule est bientôt un événement transformé. La foule pense en image et l'image évoquée en évoque elle-même une autre, une série d'autres n'ayant aucun lien logique avec la première. Je vais très vite, mais je synthétise. C'est l'objet indépassable de ce type de conférence. Il dit tout simplement les êtres individuels ont la rationalité du langage et des mots, ils comprennent la vérité des mots. À un individu, on peut parler et l'individu comprendra ce que signifie un mot, il en aura la signification exacte. Dès qu'on parle à une foule, la foule se fait des images et des séries d'images enchâssées les unes à la suite des autres, qui l'emmènent dans un registre de déraison, qui l'emmènent loin en fait de toute forme de rationalité. Et donc Le Bon est une exemplification de cette idée d'iconologie politique comme théorie de l'articulation texte-image, parce qu'il vous dit la rationalité est dans les mots, l'irrationalité est dans les images, la foule est dans les images, les êtres rationnels, individus, sont du côté du langage, et donc sur cette capacité respective accordée aux mots et aux images, sans iconographie, il vous donne une théorie politique. La foule est irrationnelle, cette irrationalité doit être jugulée par des moyens politiques. D'ailleurs, dans ses écrits ultérieurs, Le Bon ne se cache même pas des solutions politiques qu'il préconise. C'est un conseiller du prince, en fait, quelqu'un qui souhaite avoir l'oreille des puissants. Je complète sur l'idée d'articulation, et je pense qu'elle aura un certain écho aussi par rapport à ce qui a été discuté cet après-midi, mais ça vous donne peut-être la totalité de l'arrière-plan qui est le mien lorsque je poursuis les recherches que je poursuis à l'heure actuelle. Ça nécessite donc de revoir ce qui en fait les origines intellectuelles du concept d'articulation dans les cultural studies, donc dans les études culturelles, et donc sous la plume de Stuart Hall. Hall, à la fin de sa vie, peut définir l'articulation avec cette mention simple « qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste ?» Mais il y a finalement une histoire intellectuelle un peu plus complexe que résume un très bon connaisseur des cultural studies dans un texte hommage à Stuart Hall, John Fiske. Il vous dit la chose suivante: Stuart Hall a trouvé dans les travaux de ce philosophe marxiste italien Antonio Gramsci un terrain favorable pour propager ses théories. En effet, la théorie de l'articulation peut être vue comme une descendance directe d'un argument de Gramsci selon lequel les sociétés capitalistes avancées nécessitent que l'on mène des luttes politiques au moyen de formations en bloc, plutôt qu'à travers des rapports de classe déterminés de manière structurelle. Un bloc, dit Fiske, est une alliance de forces sociales constituée de sorte à favoriser des intérêts sociaux communs tels que ces intérêts puissent être réunis sous des conditions historiques particulières.
Tout comme l'articulation, la formation d'un bloc nécessite un travail politique délibéré et actif, et tout comme l'articulation, le bloc s'inscrit dans des conditions déterminées, bien que son travail puisse transformer ne serait-ce que légèrement les conditions dans lesquelles ce travail s'opère. Bon, on est dans une définition bien plus complexe que la précédente, mais elle a en tout cas cet intérêt, c'est que l'idée même d'articulation, en fait, c'est le concept de bloc tel que ce philosophe, Antonio Gramsci, l'a récupéré de la psychologie sociale et de la théorie des foules à la fin du XIXe siècle par ailleurs. Il y a un concept de bloc qui a été forgé par le marxisme italien des années 1930, qui va devenir en fait le creuset de la théorie de l'articulation telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'elle est manipulée dans la perspective justement d'une articulation de rapports sociaux entre eux, de la possibilité de relier un certain nombre d'éléments disparates dans une seule configuration interprétative. Et donc en fait, faire une iconologie politique du bloc, telle que je le propose, c'est finalement remonter aux sources mêmes de l'iconologie politique telle que je la définis. Il y a une récursivité en fait radicale à laquelle il y a, je ne pense pas moyen d'échapper, c'est qu'il y a du coup dans cette histoire complexe et diffuse et finalement assez discrète de la notion de bloc, il y a un certain travail souterrain qui fait que le concept même d'articulation, c'est pas sa seule origine et ça n'est pas non plus un mode linéaire, mais lorsqu'on utilise un concept comme celui d'articulation aujourd'hui, en fait, il y a cette histoire derrière. La notion de bloc, sa politisation et son esthétique aussi, la manière d'envisager comment est-ce que le tout et les parties fonctionnent ensemble, quelles sont les solidarités entre les éléments au sein d'une même entité. C'est très esthétique, c'est exactement ce que vous faites tous et toutes tous les jours, c'est comment est-ce qu'on réunit les éléments dans une seule composition et quels sont les liens qu'on établit entre ces éléments-là. Bah c'est à ça que ça sert en fait, c'est que pour retrouver en fait les fondements de ce concept, il y a finalement cette iconologie politique du bloc à produire. Avec aussi l'idée que dans la politique contemporaine plus que jamais, cette idée de formation en bloc existe. Et c'est aussi l'une de mes thèses, c'est qu'elle est discrète, mais elle est aussi tout à fait existante dans le mouvement des Gilets jaunes à l'heure actuelle. C'est qu'on a l'idée du bloc comme articulation, c'est justement ce que le mouvement des Gilets jaunes nous apprend depuis quelques mois, c'est-à-dire comment est-ce que des forces diffuses qui n'ont pas de préexistence en termes de relation, de corrélation a priori, tout d'un coup arrivent à se réunir et à s'agencer, y compris en étant parfois sur des bords extrêmement opposés de l'échiquier politique. Et comment tous les spécialistes de sciences sociales, voyant un mouvement constitué à la fois de groupes de gauche, de groupes de droite, conservateurs, hein, qui font finalement intervenir des éléments très disparates de l'échiquier politique à l'origine, comment le mouvement arrive à se perpétuer. Non pas en restant dans son existence première, mais en tout cas connaît des réarticulations qui vont faire que, contre toute attente, ce mouvement dure et part au départ de cette articulation-là. Et comment intervient sur un autre registre cette idée de bloc comme apparition qui est celle qui est plus liée à cette forme qu'est le Black Bloc dont j'ai mentionné la généalogie ouest-allemande, c'est-à-dire comment le croisement entre ces différentes notions de bloc, et sous une forme par ailleurs très discrète, puisque ce n'est pas la notion principale, la notion de gilet jaune suffit amplement à qualifier ce dont il est question dans le moment politique actuel, mais on voit quand même comment est-ce que cette convergence, en fait, d'une part s'opère, et comment peut-être que le travail autour de ces catégories peut permettre en fait d'expliquer aussi de quoi il retourne. J'essaye en quelques minutes maintenant, avant de passer aux questions et à la discussion avec vous, de vous esquisser. Alors là, c'est très projectif, mais c'est dans quelle direction je suis pris et quelles sont les articulations qui m'attendent et comment essayer de les penser pour poursuivre en fait cette recherche. La première direction de réflexion qui me semble intéressante, c'est de voir que le bloc est comme problème historique avec son iconographie et les usages de la notion est un élément parmi d'autres d'une iconographie qu'on peut appeler sérielle des retournements du Léviathan. Je vous ai montré
un retournement avec cette image qui me semble justement être une manière en fait de prendre position sur l'idée de corporéité politique, ramener à l'idée de bloc, contester la représentation, contester la tête, contester la hiérarchie. Hiérarchie des têtes que l'on retrouve aussi dans cette citation de Shakespeare, reprise à Rouen sur une bannière. Nous vivons pour marcher sur la tête des rois. Donc on retrouve, y compris dans le mouvement social actuel, cette idée en fait d'un renversement qui passe avant tout par la décapitation. Produire en fait un autre corps politique nécessite en fait de couper la tête. En tout cas, fait intervenir cette logique. Et comment, en fait, une iconographie, quand on procède tout simplement à un travail historique, quand on va chercher les usages de la notion, quand on va chercher l'iconographie, en fait, qui est prise, on tombe, par exemple, sur ce frontispice pour le premier numéro du bloc de Clémenceau, donc pour la première livraison de son journal, qui, comme je l'ai dit, aura une existence brève, mais intense, puisque Clémenceau rédige tout lui-même. Et on trouve, en fait, un frontispice d'un artiste tournant du 19e, 20e siècle, avec des sympathies anarchistes avérées, qui est Théophile Alexandre Steinlen. En fait, Clémenceau ne choisit pas le tableau de son ami Claude Monet pour servir d'illustration à son projet politique. Il va passer commande à un artiste qui est l'un des représentants de l'art social de la fin du 19e siècle, et l'on a un nouveau corps politique qui vient procéder à un retournement, difficile de savoir en tout cas à l'heure actuelle s'il est un retournement conscient ou inconscient. Il est plutôt inconscient au sens où Clémenceau passe commande à Steinlen pour obtenir une œuvre. On peut penser l'œuvre unique. Certains historiens ont mentionné l'idée que ça pourrait très bien être Georges Clémenceau lui-même qui est représenté sur le frontispice. En vieillard, vêtu d'un manteau, d'un chapeau et les mains dans les poches, dubitatif sur la réalité de l'égalité et de la fraternité que la République française est censée convoquer. Lorsqu'on fait une recherche iconographique, même sommaire, on voit que la même année 1901 paraît le premier numéro de cette revue illustrée célèbre qui est l'Assiette au beurre. On trouve une autre iconographie de Steinlen qui est extrêmement proche. Donc la commande finalement a été exécutée à minima, mais que la situation particulière de l'iconographie du frontispice du coup met un corps politique non pas puissant et dominant, mais là, fatigué et vulnérable, dans cette continuité des relation entre l'idée de bloc et l'idée de corporéité politique. On retrouve encore une fois un corps qui se présente comme corps politique, lié aux institutions, lié à la République française en l'occurrence. J'avance très vite, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer un bel exemple artistique de retournement du Léviathan, d'autant qu'il est significatif parce qu'il est directement lié aussi à l'histoire des études culturelles britanniques en Grande-Bretagne. C'est une série de collages qui a été réalisée par un artiste post-minimaliste qui a une belle carrière jusqu'à aujourd'hui d'écrivain, de théoricien de l'art et d'artiste, qui s'appelle David Batchelor, et qui a commencé, entre autres formations, par suivre un cursus de plusieurs années dans le Saint des Saints, qui était le centre d'origine de constitution des études culturelles britanniques, là où enseignait Stuart Hall pendant de nombreuses années, qui est le Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, à l'université de Birmingham. Et en 1980, alors encore étudiant, David Batchelor a réalisé une série de collages que j'ai découvert très récemment à l'occasion d'une exposition qui avait été faite pour le cinquantenaire de ce centre d'études culturelles, les Leviathan Series, où Batchelor lui-même en fait a mis en regard le Léviathan de Hobbes qu'il lisait à l'époque, et une image extrêmement intrigante dont il n'a pas pu m'indiquer la source d'origine parce qu'il ne s'en rappelait plus, de la toute nouvelle première ministre néolibérale britannique Margaret Thatcher, représentée en corps politique collectif à l'aide de petites fiches informatiques. C'est une publicité en fait pour une firme informatique. Une petite légende que vous ne voyez pas dit si elle souhaite développer l'informatique à tout va, ça nous va extrêmement bien. Si l'on peut associer notre savoir informatique à cette politique nouvelle qui va s'abattre sur la Grande-Bretagne, c'est parfait. Et Batchelor justement a produit donc
un élément parmi d'autres d'une série de collages en mettant en fait en relation Margaret Thatcher et ce fameux Léviathan produit 350 ans avant. Autre retournement, autre connexion ou manière en fait de répondre, et là en tant qu'artiste spécifiquement à cette figure du Léviathan. Une autre direction est complexe, mais elle consisterait à refaire la thèse que j'ai faite sur le Black Bloc en envisageant, au-delà de l'Allemagne de l'Ouest, comment la question des défilés et des corps politiques dans l'espace urbain existe avec la notion de bloc. Et là, je vous en donne un des exemples les plus littéraux et forts, c'est que la notion de bloc ou de bloco existe dans le carnaval au Brésil, puisque le bloc, avec une définition que donne l'anthropologue Michel Agier, qui a beaucoup travaillé sur le carnaval, dans ses répercussions également politiques, et notamment sur le plan de la race, c'est-à-dire comment est-ce que le carnaval brésilien permet justement de faire éclater des rapports de race et des formes de domination liées à l'histoire de l'esclavage transatlantique. Le bloc désigne une association carnavalesque dont les membres, qui payent une inscription annuelle, reçoivent une tenue identique et sortent au carnaval à l'intérieur de cordes de protection. Il y a donc une histoire du bloc comme mode de défilé urbain qui remonte bien avant ce qui deviendra le Black Bloc, Schwarzer Bloc, en Allemagne de l'Ouest dans les années 1980. De là à ce qu'un policier ou un membre éminent de l'État ouest-allemand ait passé ses vacances au Brésil avant de venir utiliser ce qualificatif, parce que l'on sait de sources sûres, parce que les autonomes allemands eux-mêmes le disent, la notion de Black Bloc a été inventée par l'État et non pas par les anarchistes eux-mêmes. La question n'est pas là à mon sens, mais en tout cas réfléchir à l'idée de cette autre généalogie qui est la généalogie du bloc comme mode d'apparition, c'est-à-dire non pas comme un mode d'articulation des éléments, mais comme cet élément de visibilité et du rapport justement à la hiérarchie et du rapport à l'égalité. Je termine enfin avec cette dernière slide. Malheureusement, elle est très théorique, mais elle me permet de finir en tout cas sur cette idée d'iconologie politique et de cette distance aussi par rapport à l'iconographie. Tout le problème maintenant pour moi est aussi de voir comment est-ce que ces différentes pistes s'articulent entre elles et comment restituer en fait leur histoire et l'ensemble de ces relations. C'est que le bloc tout simplement est... outre un discours qui naît avec Georges Clemenceau et donc dans une certaine frange du discours politique, c'est aussi, et ça a été une surprise pour moi en faisant une vraie analyse lexicographique, c'est une notion extrêmement récurrente dans la psychologie de l'attention de la fin du 19e siècle. Les études sur l'économie de l'attention ou sur l'écologie de l'attention ces dernières années ont été extrêmement nombreuses, voire comment naît en fait cette question de l'attention, ce que signifie être attentif et comment est-ce que sont nés en fait les discours autour de l'attention. Ils sont nés majoritairement dans deux registres de discours, c'est la critique d'art depuis le XVIIIe siècle et c'est la naissance de la discipline psychologique véritablement à la fin du XIXe siècle qui fait émerger la catégorie de l'attention. Et en fait en cherchant on voit que la notion de bloc est très présente comme une parenté de terminologie significative. C'est ce qu'a remarqué il y a 30 ans un historien israélien, Shlomo Sand, qui avait commencé un peu cette étude sans la mener à bout. Mais on lit dans la psychologie des foules de Le Bon, par exemple, que tout ce qui frappe l'imagination des foules se présente sous forme d'une image saisissante et bien nette, dégagée de toute interprétation accessoire. Il faut présenter les choses en bloc et ne jamais en indiquer la genèse. On lit chez un théoricien socialiste révolutionnaire qui a donc la perspective totalement inverse de celle de Le Bon, non pas envisager la foule pour la juguler, mais penser la foule pour voir jusqu'à quel point elle peut s'émanciper par elle-même. Sorel, Georges Sorel, écrit en 1908 un ouvrage classique de théorie politique, Réflexion sur la violence. Sorel qui est un des auteurs à l'heure actuelle qu'on voit beaucoup remonter justement dans le sillage aussi du mouvement des Gilets jaunes, qui disait par exemple il faut faire appel à des ensembles d'images capables d'évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie, la masse des sentiments correspondant aux diverses manifestations de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne. Et cette idée de bloc, d'une intuition directe et d'un rapport direct de perception
sur les corps rassemblés, sur les sentiments esthétiques, c'est un pur rapport esthétique en fait, que ces corps rassemblés provoquent. La notion de bloc, encore une fois, intervient aussi avec cet arrière-plan de savoir psychologique. Et le grand théoricien, et je finirai là-dessus, de la psychologie de l'attention, qui consacre le premier grand ouvrage à cette idée de psychologie de l'attention, Théodule Ribot, qu'on avait un peu oublié, qui est un savant à peu près aussi important à l'époque que peut l'être Henri Bergson en philosophie. Mais voilà, la psychologie était pendant peut-être de nombreuses années cantonnée au seul psychologue, et progressivement la notion d'attention et ces nouveaux enjeux politiques à l'heure actuelle ont fait qu'on a redécouvert son travail. Vous pouvez, dans sa psychologie de l'attention, dire une chose similaire. Il existe des états de haute contemplation que les mystiques religieux n'ont pas connus seuls, c'est la vérité apparaissant brusquement d'un bloc, s'imposant comme tel, sans les procédés lents et longs. D'une démonstration logique que j'aurais toutefois essayé de vous reconstituer au moins à minima, et parfois avec des accélérations scandaleuses, mais puisque je termine sur l'attention, je me permets de vous remercier pour la vôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Merci. Je peux parler sans, sinon. Non, c'est mieux avec, ouais. Alors moi j'ai des questions et des remarques. La première, c'est plutôt une question. Dans la définition du bloc, il y a d'autres mots qui pourraient fonctionner, par exemple communauté, comme on dit communauté internationale, la communauté scientifique. Il y a le mot tout, il y a le mot aussi union, comme on a eu union sacrée, ou alors front, front républicain, front national, front populaire. Du coup, pourquoi bloc et pas ces autres mots-là? Si on le met en regard avec tout ce que vous avez développé sur l'esthétique de la question, est-ce que ça pourrait pas se résumer par une simple volonté d'allitération, black, bloc? Pour la définition, pourquoi avoir choisi ce mot bloc alors que union, front, communauté, bien d'autres existeraient au niveau de la définition, ça pourrait fonctionner aussi? C'est ma première question. C'est ma seule question, d'ailleurs, c'est des remarques après. J'y réponds peut-être alors tout de suite. C'est la contingence historique et c'est ce qu'il y a de contingent dans un énoncé et qui va finalement être durable par une sédimentation. C'est que Clémenceau, pour revenir à ça, et je réponds sur le Black Bloc ensuite, dit j'ai mentionné la notion de bloc une seule fois à l'Assemblée nationale, ça a suffi. Ça a suffi à ce que les journalistes la reprennent, ça a suffi à ce que ça fasse sens dans tout un ensemble de discours, des théoriciens d'extrême droite la reprennent aussi pour la renverser. Ça suffit et pour en fait à un moment structurer cette idée-là. Schwarzer Block, c'est compliqué. J'ai essayé de reconstituer les raisons, c'est difficile. Schwarzer Korps, c'est le nom d'un organe de la SS, donc voilà, une des principales structures de l'Allemagne nazie totalitaire. Le corps noir, c'est comme ça que les SS appelaient leur journal interne, et donc que la catégorie de Schwarzer Block ait été, comme les autonomes eux-mêmes le mentionnent, inventée par la police et par l'État ouest-allemand pour les criminaliser au début des années 1980, il y a cette corrélation possible. Pas d'allitération en allemand, mais au moment où la catégorie va passer en anglais, on peut comprendre à quel point ça marche, Black Bloc. Bloco Nero dans d'autres traductions, mais finalement c'est la traduction anglaise et la notion anglaise, y compris en français à l'heure actuelle, qui domine. Et peut-être au niveau étymologique, vous savez d'où ça vient, bloc? Étymologiquement, est-ce qu'il n'y a pas un truc Il y a plusieurs directions. Il y a l'acception qu'on retrouve plutôt dans la langue anglaise, donc sur la dimension architecturale, c'est penser une unité d'urbanisme. En fait, c'est le bloc comme unité d'habitation d'un certain nombre d'immeubles rassemblés. Il va y avoir l'acception du bloc au sens monnaie, c'est-à-dire il y a le bloc comme structure naturelle, c'est-à-dire c'est un élément de montagne, le bloc, voilà, les gens qui pratiquent l'escalade ou qui voilà, ont ce vocabulaire aussi, c'est aller faire le bloc, voilà, aller pratiquer justement. Je réponds aussi en gardant bien en tête ce que vous mentionnez, parce que ce qui est passionnant en fait dans ce
dans cette réflexion-là sur les termes, c'est de voir comment est-ce que les termes existent de manière différentielle en fonction des discours. Et là, votre remarque et votre question touche exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire, chez Hobbes, effectivement, on voit déjà que le vocabulaire politique est différentiel. C'est-à-dire, il y a l'État, il y a le peuple, il y a la multitude, et la multitude, c'est l'État c'est justement le c'est le pré-peuple. Et l'objectif même de la politique, c'est de faire que ce pré-peuple devienne un vrai peuple, et la multitude sera justement... c'est pas le cas de tous les penseurs, mais chez Hobbes, la multitude existe comme concept, et... donc le sens de votre remarque et de votre question, c'est ça aussi, ouais, c'est pourquoi pas communauté, pourquoi pas front, front populaire dans les années 1930, que ça soit en Espagne ou que ça soit en France, c'est la notion de front qui va être utilisée, alors même que la notion de bloc a été utilisée par les partis de gauche au début du XXe siècle, qu'on la retrouve aussi dans tout un ensemble de processus électoraux dans les années 20, c'est le bloc des ouvriers et des paysans. Il y a un certain nombre de députés qui, sur des tracts électoraux, en fait, ça fait partie du discours, c'est venez constituer le bloc des ouvriers et des paysans, c'est rassembler en fait le prolétariat dans sa diversité. Ouais, comme il y aura l'exception aussi où on dira pendant la guerre froide, de bloc communiste ou bloc capitaliste, qui a peut-être vocation un peu à gommer les différences internes. C'est aussi ça, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Il va y avoir effectivement aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, ça aurait encore ouvert un autre pan, mais l'âge d'or en fait de la notion de bloc, c'est finalement cette idée de rassemblement massif de deux entités qui s'affrontent avec la perspective d'une guerre inéluctable après 1945. Pour appuyer ma réponse, il y a quelques Paul Nizan. On me l'a fait découvrir il y a pas très longtemps. L'écrivain Paul Nizan, par exemple, qui a écrit sur la guerre d'Espagne, utilise la notion de bloc pour parler de bloc populaire. C'est-à-dire l'idée de front populaire trouve tout d'un coup une équivalence. Il y a une idée très républicaine en France et en Espagne. En Espagne, il y a vraiment la guerre civile et donc vraiment l'idée d'un front populaire qui est derrière un front de combat et d'alliance. Mais la notion de bloc est aussi utilisée à ce moment-là, parce qu'elle commence à être manipulée aussi progressivement dans un autre registre qui est celui de ce marxisme italien. Et là, je n'ai pas identifié. Il n'y a aucune chance, je pense, à l'époque que la connexion ait été faite par circulation, mais il y a ce système différentiel. C'est jamais un système, en fait. Ça ne peut pas être une structure où on oppose les termes de manière fixe, mais à chaque fois qu'un terme apparaît, aussi... contingent soit-il, on ne sait pas pourquoi il débarque, il a toujours son envers, il a toujours son décalque, il a toujours son négatif, mais quasiment au sens photo, quoi. Il y a quelque chose qui est... Ouais, il y a la contingence du contexte, quoi. Et il y a la contingence du contexte qui fait que... Alors j'ai 2-3 remarques, je vais essayer d'aller vite pour pas accaparer la parole. Vous avez parlé à un moment du coup que le pouvoir classique, et c'était avec la petite BD avec Hitler qui sculpte un corps unique. Ouais. Du coup il rend malléable la foule pour l'adapter à l'idée qu'il veut, à sa guise. Et ça c'est intéressant parce que finalement c'est ce qui est cassé par les Black Blocs où le représenté et le représentant sont le même. Et ça c'est parallèle chez les Gilets jaunes. Et c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur des Gilets jaunes il y a un grand questionnement. C'est quelque chose qui revient en AG par exemple. Avec les Gilets jaunes, de savoir comment se positionner vis-à-vis des Black Blocs, alors qu'il y a quand même ce parallélisme ontologique, on pourrait dire, quoi, vraiment, où le représentant est égal au représenté, chez les Black Blocs comme chez les Gilets jaunes. Ouais. Voilà, c'est juste une remarque. Ouais. Ce qui fait aussi cette continuité, non, finalement, j'ai pas grand-chose à en dire de plus que ça, mais j'en arrive un peu au même constat. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il y a une tension quoi, entre les deux, au niveau des Gilets jaunes, mais c'est peut-être la question du marxisme qui arrive, c'est un peu autre chose, du mal avec le prisme marxien, quoi. Mais il y a une tension entre les deux, alors qu'il y a quand même une équivalence ontologique, quoi. Donc c'est intéressant d'étudier ça au niveau des Gilets jaunes. Ouais. À un moment, vous citez Le Bon et vous dites la puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent est tout à fait indépendante de ce qu'ils signifient. Et ça, c'est super intéressant par la politique actuelle, où on prend la réforme de l'éducation qui s'appelle l'école de la confiance. Voilà, confiance. Ouais. Il y a une articulation comme ça d'images indépendantes qui se mettent en place au-delà du sens du mot, quoi, parce que finalement la réforme est tout sauf de la confiance. Mais c'est intéressant, on balance un mot et puis le mot fait office de réalité, quoi. C'est ça, il va produire une partie de la réalité par ailleurs contre toute rationalité, parce que personne n'est dupe, mais il y aura un effet quand même. Ce qui rend justement le propos de Le Bon à la fois scandaleux quand on voit dans quelle direction il l'emmène, et en même temps il y a cette idée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des images qui naissent des mots.
La question, c'est que les images naissent pour les individus censément rationnels, comme pour les foules qu'on peut envisager comme étant déraisonnables, féminines. Par ailleurs, je fais la mention, mais le bon le mentionne, la foule est comme la femme. En gros, il suffit de parler fort et le problème est réglé. Donc il fait aussi cette analogie de manière complètement scandaleuse, mais qui est aussi ancrée dans son siècle et dans son projet politique et dans son arrière-plan personnel. Mais ouais, effectivement, il y a ce rapport de langage. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de revenir à une rationalité. Effectivement, le propos de Lebon est partiellement vrai. L'idée, c'est pas de séparer la rationalité des quelques individus qui sont censés prendre le pouvoir de l'irrationalité du grand nombre. Parce que tout le monde, en fait, est irrationnel. Ouais. Du coup, c'est intéressant parce que c'est de la même façon des réformes pour l'hôpital, etc. Il y a comme si maintenant le langage a été trahi un peu à sa source, quoi, mais qu'il y avait juste une valeur performative. On dit quelque chose, ça existe, par contre, peu importe les faits, quoi. C'est la parole qui compte avant les faits. C'est une espèce de nouvelle ère de la politique aujourd'hui. Voilà, j'ai deux, trois remarques, je vais vite. Il y a d'autres gens qui veulent parler sans doute. À un moment, vous dites l'événement, enfin vous citez Lebon, l'événement le plus simple vu par la foule est bientôt un événement transformé. Il passe par image, dont l'image évoquée en évoque elle-même une série d'autres n'ayant aucun lien logique avec la première. Alors c'est intéressant parce que du coup, transformé, directement, l'événement n'existe pas en tant que tel, mais à partir du moment où il y a une espèce de conscience d'accès au truc, il est transformé. Typiquement, le Fouquet's qui brûle ne veut rien dire en soi, mais il va être immédiatement transformé pour être utilisé. Et du coup, il y a une utilisation de l'image, notamment par les médias, du coup, qui sont médias, quoi. C'est l'art de l'image, enfin, c'est l'utilisation de l'image. Et ça a été compris par le pouvoir depuis longtemps. Et il y a toutes les analyses, là, moi, je pense à Adorno, Horkheimer, toutes les analyses des industries culturelles où c'est utilisé à 100% par le pouvoir et pour précisément échapper à la logique. C'est intéressant, hein. Aucun lien logique. Et ça, derrière, il y a Freud, il y a Barnès, il y a toute cette utilisation, quoi, de l'image. Et ça frôle du coup la folie pour la foule. Il y a aussi la question de la folie, enfin peut-être c'est un peu obscur mon truc, mais il y a aussi une question de on échappe au raisonnable, donc on peut utiliser ça au niveau psychologique, par exemple pour vendre, Barnès, etc. Ouais. Puis il y a aussi, voilà, si ça échappe au raisonnable, on arrive du côté du fou, et là il y a tout le boulot de Foucault, Canguilhem et tous ces gens-là, c'est intéressant aussi. Il y a une historienne américaine, ça me permet plus de rebondir rapidement avant peut-être d'autres remarques que répondre, mais il y a une historienne américaine qui s'appelle Susanna Barrows qui a étudié justement l'histoire des représentations de la foule en France à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas, ça peut peut-être vous intéresser ou plus largement, c'est B-A-2-R-O-W-S. Et elle montre notamment qu'il y a deux métaphores, qu'elle dit métaphore de la peur, hein, qu'on invente dans la théorie des foules fin 19e, c'est la femme et l'ivrogne. La foule est féminine et elle aura une psychologie qu'on associe à l'époque avec des discours patriarcaux dominants à ce qu'est justement la psychologie des femmes même individuelles, c'est-à-dire une irrationalité, le fait de céder aux pulsions, le fait de etc. et l'ivrogne, c'est-à-dire derrière la foule se comporte en fait comme un ivrogne dans un roman irlandais. Voilà, elle va faire rigoureusement n'importe quoi le samedi soir parce que la foule est et ouais. Du coup, ma toute dernière remarque, quand vous citez Fisk, tout comme l'articulation, le bloc s'inscrit dans des conditions déterminées, bien que son travail puisse transformer, ne serait-ce que légèrement, les conditions dans lesquelles ce travail s'opère, et c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes aujourd'hui. En essayant de structurer le mouvement, on arrive un peu à un moment où, en se structurant précisément, il se change, mais la structuration est nécessaire. Du coup, on a toujours un coup de retard ou un coup d'avance, je ne sais pas, par rapport à ce qu'il est, on essaie de l'articuler, et puis en l'articulant, on perd ce qu'il était, donc il faut rebosser l'articulation sans cesse. Et finalement, il y a quand même une unité dans ce bloc, c'est que l'articulation des gilets jaunes majeurs, c'est quand même l'anticapitalisme, qui s'articule selon plein de niveaux différents, mais ça peut se relier à ça. Ouais. Et finalement, c'est ça le mouvement. Et ça montre qu'il y a quand même une volonté chez les gilets jaunes de laisser place au corps, comme dans le frontispice de Hobbes, où on lui coupe la tête, le corps prend toute la place, mais il faut quand même une nouvelle tête. Alors là, c'est le grand combat. Quand on met une tête, ça change le corps. Mais c'est intéressant de savoir comment on va articuler le corps là, qui existe avec une nouvelle tête, parce qu'il faut produire un nouveau bloc contre le bloc libéral, qui lui, pour le coup, est un bloc installé très puissant, et produire un nouveau bloc. Donc il y a ce rapport de force est toujours problématique. Ouais. Voilà. D'où des images aussi marquantes que celle-là, mais elles disent beaucoup de choses sur cette ambiguïté-là. C'est-à-dire le fait que...
comme avant, je réponds en complétant peut-être. Il y a quelques travaux extrêmement dont je suis très admiratif parce que je ne les ai pas faits du coup en travaillant sur la dimension iconographie politique du Black Bloc. Il y a des travaux de terrain en sciences politiques, en anthropologie politique qui ont été menés dans des collectifs autonomes où justement, notamment la dimension viriliste, masculiniste, le rapport de genre au sein de ces collectifs. Et on voit justement que même si des têtes politiques sont combattues et que des dispositifs sont mis en place, en fait, il y a des survivances hiérarchiques qui finissent par se retrouver aussi. Et donc cette question de l'iconographie même que j'ai rassemblée, c'est pas une iconographie idéale ou que j'idéalise. Elle montre en fait des alternatives et donc elle réfléchit à cet endroit en fait où tout le monde pense et en fait où l'actualité là est urgente. Il n'y a pas forcément de solution constituée, mais il y a l'urgence du fait que la situation nécessite que ce type de revendication s'énonce. Il n'y a pas le choix. Pour des personnes qui étaient de toute autre logique de mobilisation et de militantisme, tout d'un coup, il y a la nécessité de revendiquer. Sinon, la destruction de la tête, du moins d'être dans l'expression ouverte de on n'est pas entendu, de toute façon, voilà, on est oublié, on est invisible, et que la revendication, d'un coup, s'opère contre la tête. Merci beaucoup. Bonjour. Je me demandais s'il y avait des groupes politiques qui se représentaient sous un corps fictif. Enfin, si c'était sous une tête. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'imagine. Les Anonymous, peut-être. Oui, Anonymous. Je sais pas si. Enfin, en tout cas, le masque de Guy Fawkes, c'est ce qu'il a eu comme existence politique. Donc, passé par le cinéma de masse, par la bande dessinée, par beaucoup de choses, mais. Oui, voilà, il y a eu cette captation à un moment. Sinon, en représentation encore fictive, oui, il y en aurait d'autres. Ouais, je l'ai pas ici. Il faudrait que je fouille pendant trop longtemps pour vous la retrouver. Je pense au mouvement luddite en Angleterre au début du 19e siècle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au début du 19e siècle, au moment où on est en pleine révolution industrielle et au moment où justement les premières usines de tissage se structurent, les tisserands anglais en fait voient leur monde complètement changer parce qu'ils se retrouvent en fait ils faisaient du travail à domicile, ils se retrouvent à devoir le faire dans des usines, ils vivaient dans un rapport plutôt de mode de vie rural qui est en train de se transformer pour devenir un mode de vie urbain, enfin tout ce que la révolution industrielle a pu faire. Et donc il y a eu une révolte entre 1810 1816 je crois, qu'on retrouve aussi en Belgique et en France sous d'autres formes. Et la révolte s'appelle luddite. Et leur pratique consistait à se grimer, noircir le visage et aller attaquer les usines la nuit pour détruire les machines. C'est-à-dire de casser les machines qui colonisaient leur existence et transformaient leur mode de vie. Et s'il s'appelle luddite, c'est en référence un général qui s'appelle le général Ludd, L-U-D-D. Et si vous tapez général Ludd, luddite dans votre moteur de recherche préféré, vous avez une iconographie qui répondra parce qu'elle est reprise. Elle est conservée à la British Library, mais elle est reproduite sur Wikipédia notamment, et qui montre en fait le général Ludd, qui en fait n'existait pas. C'est une invention des ouvriers anglais qui se sont inventés un général mythique dont ils signaient des lettres pour revendiquer leurs actions, signées du général Ludd. Il y a les épouses du général Ludd avec des pratiques de travestissement des hommes en femmes. Il y a une histoire complètement délirante. Et il y a un corps. Un immense corps de géant façon Gulliver on va essayer de la projeter parce que ça peut répondre éventuellement à d'autres questions. Mais ouais, il y a une histoire des corps fictifs aussi à envisager. Oui, j'en ai une. J'ai la mienne qui normalement devrait suffire. Elle est plus reproduite. Ah oui, non, je suis pas du tout dans le bon. Voilà.
Le leader des Ludites, c'est une estampe de 1812, et donc c'est aussi un Léviathan alternatif. On le voit avec certains attributs. Il y a une canne de noble qui peut faire assez facilement l'équivalent de l'épée du Léviathan. Il y a le travestissement en femme, le bonnet féminin, la robe, un accoutrement qui est fait de briques et de broc. Et il y a ce géant du coup qui est constitué comme leader des Ludites et qui n'a jamais existé, mais qui existe parce qu'il existe en image et il a ce mode d'existence. Ouais, ça c'est un aspect effectivement qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir effectivement. Alors le Léviathan, c'est toute la complexité aussi, c'est que le Léviathan n'a jamais existé, et que dans le même temps l'État, il suffit de marcher sur le mauvais trottoir un samedi ou un autre jour par ailleurs, l'État apparaîtra sous sa forme phénoménale avec tous les dispositifs qu'il a à disposition. C'est comment existe-t-il alors même que justement il a une existence, mais ouais, sa visibilité est médiatisée. Et là, de la même manière, le collectif des Ludites existe et il va avoir cette incarnation et cette médiation par ce géant. Oui, il y a une iconographie assez foisonnante de ces questions-là. Celle-là est intéressante aussi parce qu'elle implique le travestissement, et c'est toute l'histoire des travestissements des hommes en femmes dans tout un ensemble de mouvements sociaux dès le XVIe siècle jusqu'au XIXe. Comment en Ariège, en France, du coup, pour quitter l'Angleterre, il y a eu ce qu'on appelait les faillettes. Je crois que c'était au XVIIIe siècle, toujours lié à des réformes de la propriété terrienne, où les paysans se retrouvent minorisés dans leur mode de vie, dans leur pratique, et développent ce mode d'action. Et les faillettes, c'est peut-être un élément de comparaison complémentaire, c'est que c'est les fées en fait. Donc l'idée, la légende, c'était le pouvoir royal a été attaqué, des gendarmes circulaient sur la route et des hommes déguisés en femmes, des fées en fait, les ont attaqués quand l'autorité royale enquête sur les raisons pour lesquelles ces actions ont été commises. Je crois que c'est plus tardif les faillettes, mais je me mélange un petit peu. L'idée c'est ça, c'est des croyances populaires, c'est des fées. En fait, c'est des fées qui sont descendues des collines et qui sont venus régler leur compte aux gendarmes, c'est pas nous. Enfin, il y a des êtres en fait qui viennent rendre la justice quand la justice mérite d'être rendue. Donc c'est aussi ces êtres imaginaires du coup qui sont convoqués. Comment est-ce que des croyances populaires qu'on pourrait penser rétrogrades sur un mode de caricature sont mises à profit, sont mises au travail, sont mises à profit par ces populations pour lutter activement contre la vie qui s'impose à elles. Donc il y a des corps fictifs, il y en a même beaucoup, je pense, mais sous de multiples formes. Merci pour votre question. Bon. Et bien visiblement, on va en rester là, au moins pour l'instant. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.